La rentrée politique, sommet PSPC vendredi prochain. La crise polonaise, le président Reagan face aux réticences du chancelier Schmitt. Les armes volées à la caserne de Foix retrouvées aujourd'hui, un acte de banditisme d'après la police. Le temps, la vague de froid frappera la France demain. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les vignes du Seigneur, c'est l'épilogue bien français et l'heureux épilogue de l'affaire du vol d'armes de la caserne de Foix qui avait fait sensation, vous vous en souvenez, en novembre dernier. C'est en effet dans les vignes, à Caujac en Haute-Garonne, que la police a retrouvé la nuit dernière pratiquement toutes les armes qui avaient été volées. Cette affaire avait donné lieu à toute une cascade de revendications de l'extrême gauche à l'extrême droite et de la part de la presse à quelques révélations, entre guillemets, qui avaient fait long feu. Le vol est une simple affaire de banditisme sans aucun lien avec un mouvement subversif, disent maintenant en chœur policiers et magistrats. François Cornet. Voilà donc ce fameux stock d'armes dont on a tant parlé, volé le 22 novembre dernier au camp Clausel à Foix, et retrouvé la nuit dernière à Caujac, en Haute-Garonne. À droite, ici, les mitrailleuses lourdes 12-7. Elles ont toutes été retrouvées. Ici, les pistolets mitrailleurs MAC 49. On en avait volé 115, on en a retrouvé 113. Il en manque donc 2. Mais contrairement à ces armes inertes, c'est-à-dire qui ne sont pas munies de leurs percuteurs ni de leurs munitions, les armes manquantes, elles, sont des armes opérationnelles équipées de leurs chargeurs. Il s'agissait en fait des armes des sentinelles. C'est un banal hold-up, comme hier matin dans cette gare centrale de Toulouse, qui a mis les policiers sur la trace des auteurs du vol du camp Clausel. 2 hommes armés agressaient 2 convoyeurs de fonds de la SNCF, auxquels ils dérobaient 30 000 francs. Ils étaient interpellés peu après. Au cours d'une perquisition chez l'un d'eux, les policiers découvraient des photos du stock d'armes. Confondu, l'un des suspects avouait sa participation au vol et indiquait la cache des armes, un trou creusé dans la terre. L'affaire du camp Clausel est donc ramenée au niveau d'un vulgaire fait divers. Revendiqué tout d'abord par le mouvement armé autonome d'intervention, émanation supposée des noyaux armés pour l'autonomie populaire, le vol était ensuite imputé au commando Delta, puis revendiqué plus tard par une organisation mystérieuse baptisée Colère des Légions, qui affirmait avoir dérobé également un missile anti-char Milan. Il s'agissait en fait d'une action beaucoup plus banale, orchestrée par de petits truands, dont les 2 auteurs principaux seraient François Émourgeon et Vincent Corona. Le premier avait fait son service militaire au camp Clausel, il figurait sur la liste des suspects. Pour les enquêteurs, il n'aurait aucun lien avec telle ou telle organisation politique. À l'état actuel de l'enquête, le lien avec un mouvement subversif quelconque n'a pas été découvert. En l'occurrence, la personne impliquée, la première personne impliquée dans cette affaire, fréquente assidûment le milieu toulousain, ancien patron de bar, et je pense qu'il a agi pour se procurer un petit peu d'argent à la suite de la revente de ses armes volées. On s'attend à de nouvelles arrestations dans la région toulousaine, mais on ne pense pas que l'affaire puisse connaître un rebondissement quelconque. Un détail a convaincu les policiers qu'il s'agissait bien d'une affaire de petits truands. Une organisation politique structurée n'aurait jamais pris le risque de cacher toutes ses armes au même endroit. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, a adressé ce matin ses félicitations aux policiers. Les Français et leur police, ce sera le thème des dossiers de l'écran après ce journal. Je vous le dis tout de suite, les Français sont contents de leurs policiers à une très large majorité, puisque d'après un sondage Antenne 2 Sofres, 71% en sont satisfaits. Les Français et leur justice, à l'ordre du jour de la rentrée solennelle aujourd'hui de la Cour de cassation à Paris. Pour la première fois depuis l'avènement du pouvoir socialiste, le chef de l'État qui y assistait rencontrait ainsi la haute magistrature. Dans son discours, dans le discours de François Mitterrand, 2 accents, un encouragement aux magistrats pour qu'ils participent au changement, mais aussi une mise en garde contre toute tentation d'un gouvernement des juges. Autant que le gouvernement des juges, ce qui serait la loi des juges se révélerait rapidement incompatible avec les règles simples de notre démocratie. Au demeurant, ce n'est pas ce que vous demandez. La volonté populaire s'exprime en France dans la loi votée par le Parlement. La loi du législateur est la source légitime et principale du droit.
Seule la loi peut assurer par sa généralité et sa permanence l'organisation des libertés publiques et privées et le progrès réel de notre société. Même animée par le sentiment de l'équité, et elle l'est, l'activité créatrice du juge ne peut remplir le même office. C'est le Parlement, émanation de la volonté populaire, qui fait la loi. Vous, les juges, vous devez vous effacer devant le législateur. C'était une réponse au premier président de la Cour de cassation qui venait de constater les juges disent le droit et sont amenés parfois à le créer. C'était aussi la première des trois réflexions en forme d'injonction courtoise du président de la République, premier magistrat de France, à l'ensemble du corps judiciaire. Deuxième réflexion, vous êtes, vous les juges, vous devez être à chaque instant les garants des libertés individuelles de chaque citoyen. Le ton de ce rappel, jamais inutile, sortait de la banalité pour demander aux magistrats de protéger l'homme face aux excès de la société. Enfin, troisième réflexion, un grand nombre de ceux qui réclament justice sont victimes aujourd'hui d'un ordre social qu'il faut modifier. L'annonce là d'un grand plan de réforme en profondeur, non seulement des textes, mais aussi et peut-être surtout des mentalités du corps judiciaire. Juriste lui-même, François Mitterrand connaît les usages de ce corps judiciaire et sait qu'il n'est pas utile de taper sur la table pour bien se faire comprendre. À l'évidence, il a demandé aujourd'hui aux magistrats de saisir sa pensée et de partager sa philosophie de la justice, en somme, d'accepter le changement. Autre cérémonie présidée par le chef de l'État aujourd'hui, les vœux à l'Élysée avec une innovation qui pourrait rejoindre la tradition. Les représentants des associations syndicales et professionnelles étaient conviés, ainsi que les présidents des conseils généraux et des conseils régionaux. Bernard Pradino. Première innovation ce matin à l'Élysée avec les vœux des organisations syndicales, ceux du patronat, des représentants de l'agriculture, de l'enseignement et de la vie associative. Pour la première fois à cette occasion, les forces vives de la nation sont reçues par le président. Absents, messieurs maires et bergerons. Vous représentez une si large part de la France, dit le chef de l'État, qu'on ne peut que désirer la voir s'affirmer. Deuxième innovation avec la réception des présidents des conseils régionaux et généraux. Bon nombre font partie de l'opposition. Il faudrait, dit le président, que cela devienne une tradition. Les contradictions d'intérêts et d'idées sont légitimes, mais vous avez tous une connaissance des besoins des populations. Et chacun tient sa place dans la collectivité nationale. Les représentants de la presse ont ensuite présenté leurs vœux à M. Mitterrand. Le fait du jour marque bien le début de la nouvelle année politique. On vient d'apprendre en effet que la rencontre au sommet entre le Parti socialiste et le Parti communiste aura lieu vendredi prochain, 8 janvier. Lionel Jospin rencontrera Georges Marchais chez lui, au siège du PC. C'est une rencontre très attendue, Philippe Arroir. Oui, puisque fin octobre, Georges Marchais proposait de rencontrer Lionel Jospin pour discuter des problèmes audiovisuels. Et Lionel Jospin répond: je veux bien vous rencontrer, mais je voudrais que ce soit une rencontre tous azimuts, que tous les sujets soient abordés. D'accord, dit Georges Marchais, on ne fixe pas de date, on parle de décembre et finalement c'est janvier, peut-être parce qu'en décembre il s'est passé des événements qui n'étaient pas propices pour une telle rencontre. Oui, vous voulez dire la Pologne, bien sûr. Je veux dire la Pologne, il est évident qu'on parlera de la Pologne le 8 janvier, et il est évident que les analyses sont très divergentes entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Disons qu'au Parti communiste, on a plutôt tendance à penser aujourd'hui que la Pologne, c'est passé, l'épreuve est passée, elle a été franchie sans que l'accord de gouvernement PC-PS ait été mis en cause, il est solide et les ministres communistes sont toujours au gouvernement. Du côté socialiste, on estime peut-être au contraire que cette question polonaise est toujours présente et qu'il n'est pas question de tergiverser sur les atteintes aux libertés et sur les droits de l'homme. Vous voyez que c'est un sujet de discussion qui sera brûlant et qui peut-être risque d'apparaître comme l'enjeu de cette rencontre du 8 janvier. Alors le facteur déterminant a sans doute été l'insistance du chef de l'État sur l'union nécessaire des forces politiques. L'union nécessaire, c'est vrai, et il faut dire que les deux formations politiques, Parti socialiste et Parti communiste, sont d'accord, puisque cet accord de gouvernement qui date du mois de juin entre les deux partis est toujours solide et il fonctionne bien. Il faut dire aussi que les Français, eux aussi, sont d'accord et en sont persuadés, puisque quand vous regardez les sondages, dans tous les sondages, la majorité des Français disent oui à la politique du chef de l'État et sont pour l'environnement politique tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec la présence de communistes au gouvernement. Alors on peut donc dire que cette rencontre du 8 janvier fera le point sur l'accord de gouvernement PS-PC du mois de juin, après 7 mois de fonctionnement. Ce devrait être une rencontre tout à fait naturelle et tout à fait tranquille, peut-être à la Pologne près.
Demain, premier conseil des ministres de l'année, un conseil qui sera sans doute dominé par le problème de l'évolution des prix. Une bonne nouvelle pour les fonctionnaires, les ministres arrêteront demain l'augmentation de 3,5% de leur traitement. Un autre chiffre que les ministres auront à l'esprit, celui du chômage, 1,6% de demandeurs d'emploi en plus pour le mois de décembre, d'après l'estimation du ministère du Travail, en données corrigées des variations saisonnières. En données brutes, 2,19 millions chômeurs sont maintenant inscrits à l'ANPE. Parmi eux, 127 000 personnes arrivent en fin de droit, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus toucher d'allocation chômage, même s'ils continuent, et c'est effectif depuis le 1er janvier, à avoir droit à la sécurité sociale. Martine Gilson a recueilli le témoignage d'un homme qui déjà n'a plus pour subsister le soutien financier de la collectivité. Depuis un mois, cet homme ne touche plus un sou. Chômeur, en fin de droit. 57 ans passés, marié, 2 enfants de 15 et 20 ans. VRP de luxe pour des compagnies aériennes toute sa vie durant. Et puis, un jour, la cassure, le licenciement économique. Depuis 2 ans et demi, cet homme ne travaille plus. Depuis 2 ans et demi pourtant, il se lève à 6 heures, comme avant. Vous faites ça tous les matins depuis 2 ans et demi ? Oui, mais l'espoir s'amoindrit. De plus en plus, malheureusement, je n'ai plus du tout la foi. Et je le fais tous les matins, ponctuellement. Vous avez reçu beaucoup de réponses aux demandes que vous avez faites? J'en ai envoyé plus d'1 000. J'ai reçu 5% de réponses. J'ai reçu 990 réponses négatives où on verra ultérieurement. Et on vous objectait quoi? L'âge, qui est le facteur numéro 1. Non pas la compétence, mais surtout l'âge. On m'a déjà dit, mais à votre âge, il faudrait vous mettre à la retraite. Il faudrait envisager la retraite. Je pense qu'une retraite, ça se prépare. Beaucoup, certainement, qui m'écouteront diront, mais moi je serais bien content de l'avoir. Mais ça ne se prend pas comme ça une retraite. Il faut y être préparé. Et la retraite n'est pas une fin en soi, bien sûr, mais elle est déjà quelque chose, elle est un pas, je dirais pas vers la tombe, mais elle est quelque chose de... Vous voyez, moi je l'ai là, la retraite, elle est là et elle descend pas. J'ai fait ce qu'il fallait. Vous savez, c'est un travail qui est... C'est aberrant. C'est aberrant. Je sais d'avance, c'est plein d'encouragement tout ça, mais c'est du vide. Nous avons suivi Jacques R. dans l'une de ses démarches. Là, il s'est vendu une nouvelle fois, en vain, pour du vide. Il y a beaucoup de choses dans votre dossier qui est excellent. Personnellement, je tiens à vous dire que ce n'est pas du tout une question d'âge qui vient arrêter quoi que ce soit là-dedans. Je considère qu'en fait, qu'à 55 ans, on a encore 10 bonnes années devant soi. Et comme j'en ai 60, je dirais ça contre moi sans ça. Ça se faisait dans le temps, c'est vrai. Beaucoup de nos confrères avaient des équipes qui traitaient directement leur clientèle. C'est un peu l'auberge espagnole. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Peu d'espoir et quelque part la honte. Les enfants de Monsieur R n'ont jamais dit à leurs copains qu'ils avaient un père chômeur. Peu d'espoir et pas d'argent. On se restreint sur tout, dira Madame R. Sur tout et avant tout la nourriture. Vous avez dépensé combien? 65 francs 55. Vous avez payé avec quoi? Avec de l'argent liquide, parce que je ne peux pas faire de chèque à présent. Il faut que j'arrête, parce que il n'y a plus de ressources là. Là, ce sont des économies? Si on peut dire, et ma mère m'a prêté un peu d'argent pour faire face. Les nuits sont longues parfois? Oui, ça c'est un fait. C'est un fait. Le soir, vous couchez. Enfin, je me couche avec le sentiment d'avoir perdu mon temps. Bien sûr, c'est pas une solution de vivre comme ça. Il y a autre chose dans la vie que d'être sous cette forme de... C'est pas naturel. C'est pas naturel. Ça devrait même pas exister. C'est un droit de travailler. Le droit doit être là, un droit au travail. Et puis ça, c'est naturel. Et non d'être
d'avoir ce handicap. Automobilistes à vos pompes, dès demain soir minuit, le prix de l'essence va augmenter. Il sera sans doute de 4 francs 31 pour le litre de super et de 4 francs 9 centimes pour l'ordinaire. Une augmentation qui cette fois n'est pas due à celle du pétrole ou à celle du dollar, mais bien à la pression fiscale. Jean-Claude Renaud. Jeudi, le litre de super à Paris va passer de 4 francs 12 à 4 francs 31. Sur ces 19 centimes d'augmentation, plus de 17 iront dans les caisses de l'État. Le reste, moins de 2 centimes, ira aux pompistes et aux compagnies. À partir de jeudi donc, la part des taxes dans un litre de super passera de 51,6% à 53,3%. Ces 53,3%, ce sont essentiellement, vous le voyez, la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour 1,65 franc et la TVA pour 64 centimes. À noter qu'en Europe, les Français ne sont pas ceux qui payent le plus de taxes sur les carburants auto. Ainsi, en décembre dernier, les Belges et les Italiens payaient le super plus cher que nous à cause des taxes. Par contre, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Allemagne, où l'État est moins gourmand, le litre de super était moins cher. Il reste que dans l'ensemble, les taxes sur les carburants sont pour l'État un moyen traditionnel de financer ses dépenses. La politique française au Proche-Orient traverse une zone de turbulence. Cette fois, c'est pratiquement sûr. Le président Mitterrand n'ira pas en Israël en février prochain. Son voyage est ajourné, même si le principe n'en est pas remis en cause. Jérusalem n'en a pas encore été officiellement averti. Mais ce n'est pas vraiment une surprise, Paul Naon. Non, ce n'est vraiment pas une surprise. Alors les raisons de ce report, vous vous souvenez que pratiquement 48 heures après le coup d'État en Pologne, le Premier ministre israélien, M. Menachem Begin, en avait profité, que toute l'attention du monde était tournée vers les événements dramatiques de Pologne. Il en avait profité pour venir, souvenez-vous aussi, en chaise roulante à la Knesset pour demander aux députés israéliens de voter très vite une loi portant annexion du Golan, le plateau syrien. La loi est passée, les députés l'ont votée très vite, encore une fois, en l'espace de quelques heures à peine, et le coup de force israélien avait été réalisé. Le Golan syrien était devenu possession israélienne. Les réactions dans le monde avaient été très vives. On a même assisté à un désaveu cinglant du président Reagan lui-même, des approbations également très marquées du gouvernement français, sans parler bien sûr des pays arabes qui voyaient dans cette décision un nouveau défi et certains une nouvelle déclaration de guerre de l'État hébreu. Dans ces conditions, devant la réprobation quasi unanime, devant le coup de force, François Mitterrand a peut-être préféré remettre sa visite, peut-être la fera-t-il courant avril 1982, quand les troupes israéliennes auront évacué le Sinaï, après restitution de ce territoire aux Égyptiens. C'était en tout cas le premier voyage d'un chef de l'État français en Israël. Côté arabe, pourtant, certains pays ne ménagent pas leur critique à la politique française. Oui, vous savez que le président François Mitterrand n'a jamais caché sa sympathie pour Israël, ou disons plutôt que les thèses de l'Élysée étaient de dire que pour jouer un rôle vraiment efficace au Proche-Orient, un rôle extérieur, il faut avoir d'aussi bonnes relations avec les uns qu'avec les autres. En fait, depuis l'élection du président de la République française, on assistait à une certaine dégradation des rapports, une lente dégradation des rapports entre certains pays arabes et la France. Mais il faut noter que par deux fois, la volonté du gouvernement français de faire un rapprochement, disons, avec Israël s'est heurtée aux décisions de Menachem Begin. Souvenez-vous, quelques jours après l'élection du 10 mai, c'était le coup d'éclat, le coup de force sur la centrale nucléaire de Tammuz en Irak, et en décembre dernier, l'annexion du Golan. Autre préoccupation dominante de la diplomatie française, toujours la Pologne bien sûr. Claude Cheysson, le ministre des Relations extérieures, rencontrera le pape samedi au Vatican. Ce sera la première audience accordée par le souverain pontife à un membre du gouvernement français, objet la crise polonaise. Comment convaincre un Allemand têtu et qui a des priorités différentes du bien fondé de la politique de Washington vis-à-vis de Moscou et de Varsovie? Telle est la tâche du président Reagan qui déjeune en ce moment même à Washington avec le chancelier Schmidt. En prélude au déjeuner, le chancelier allemand s'est déjà plaint du manque de consultation de Washington avec ses alliés. Sur place, Michel Meyer. C'est dans l'attente d'une approbation claire et nette de ces sanctions économiques à l'égard de Moscou et en relation avec l'état de siège en Pologne que le président Reagan est en train de recevoir le chancelier Schmidt. Du côté allemand, il ne peut être question d'un tel geste. Bonn persiste en effet à minimiser le rôle de l'Union soviétique dans la mise au pas polonaise et se refuse à suivre toute politique substituant la confrontation au reste de détente actuelle. C'est dire si le dialogue qui a lieu en ce moment à la Maison-Blanche est serré, voire dur, mais avec la volonté de ne pas aller jusqu'à la rupture. Une certitude, une étape supplémentaire sera encore franchie aujourd'hui dans le malaise désormais évident entre Allemands et Américains. Cela d'autant plus que Helmut Schmidt
évoque aussi la politique économique de l'administration Reagan et des taux d'intérêt américains élevés dont l'effet est de contribuer, selon lui, à déstabiliser des économies européennes aux prises avec une récession et un chômage que le chancelier de Bonn a la hantise de voir dégénérer en une crise comparable à celle des années 30. La Pologne ne cédera jamais au chantage des sanctions américaines, a dit hier le général Jaruzelski aux ambassadeurs européens. Et puis surtout cette phrase, si certains pays acceptent de recevoir telle ou telle personne internée, nous les laisserons émigrer. D'après les informations recueillies de sources sûres par Jean Offredo, l'homme fort du régime polonais accepterait donc en clair que des responsables de Solidarité emprisonnés émigrent en Occident. Et il aurait ajouté, seules les mauvaises têtes de Solidarité sont maintenant en prison. Solidarité doit comprendre qu'il faut s'en séparer, sinon il n'y a pas d'accord possible. D'une capitale européenne à l'autre, tantôt on dément, tantôt on confirme ses propos selon les nuances de la position adoptée vis-à-vis de la Pologne. Et puis, d'après Radio Varsovie, des conversations auraient lieu en ce moment même entre le gouvernement polonais et des militants syndicaux, dont certains militants de Solidarité dont les noms ne sont pas communiqués. C'est donc ce qu'annonce Radio Varsovie. Ce que vous voyez maintenant, c'est le journal télévisé que les Polonais regardent en ce moment même. Tout à l'heure, dans notre journal de 23h15, vous aurez droit à un véritable journal télévisé polonais, celui de ce soir, qui vous sera montré et traduit tel que les Polonais l'ont vu. En Turquie, le régime militaire resserre son étau. 100 000 personnes recherchées par la police pour des motifs surtout politiques ont maintenant l'interdiction de quitter le pays. En Espagne, au Pays Basque, l'un des plus importants industriels de la région a été enlevé aujourd'hui par un commando de l'ETA. Toujours aucun signe du père du chanteur, Julio Iglesias. La famille est prête à payer une rançon. Interpol a pris l'affaire en main. Un important dispositif policier sur les collines environnantes, 5 membres présumés du commando de tueurs sur le terrain. C'était ce matin la reconstitution de la tuerie d'Oriol, ce massacre dont avait été victime en juillet dernier avec 5 membres de sa famille, Jacques Massy, inspecteur de police et membre du SAC. La reconstitution n'a apporté aucun élément nouveau. 9h30 ce matin à Oriol. La reconstitution du massacre de la nuit du 18 au 19 juillet dernier va se dérouler dans le plus grand secret. Les journalistes tenus à distance ne peuvent qu'entrevoir les allées et venues des magistrats, des policiers, des inculpés et des proches des 6 victimes, comme Marina, la sœur de l'inspecteur Massy. Un mannequin figurant l'une des victimes apparaît parfois, mais aucune information ne file. 13h30, les 5 inculpés repartent vers leur prison, chacun dans son fourgon. Un fourgon que l'un de Lionel Collard, l'ancien légionnaire, a refusé de quitter. Il est accusé par ses co-inculpés d'avoir étranglé de ses mains 4 personnes. Près de la Bastide, au bord d'une allée, un vélo abandonné rappelle qu'ici a été massacré un enfant de 8 ans. Plus bavard que Françoise Laurence Guérin, juge d'instruction, maître Collard, avocat de la partie civile, va faire le point. Mon sentiment, le sentiment de la partie civile dans cette affaire, précisément de Mme Massy, c'est que le SAC joue un rôle primordial dans cette affaire. Mais ce n'est pas le rôle de la justice que de faire des recherches dans ce sens. Elle a simplement pour mission de délimiter les culpabilités, les responsabilités. Elle l'a fait très bien en collaboration avec la police. Maintenant, il y a une investigation plus importante qui entre dans la vie politique française, savoir ce que fut le SAC pendant des années, avec tout ce que l'on peut apprendre sur cette organisation. C'est le rôle de l'enquête parlementaire. On n'a pas à en dire plus parce qu'on n'en sait pas plus. Tout ce que je peux vous apprendre, c'est que Marina Massy a l'intention d'aller déposer devant cette commission d'enquête parlementaire. Une commission qui permettra peut-être pour une fois de percer le secret qui recouvre si souvent les affaires où se mêlent le crime et la politique. 25 et 22 ans de prison. Le tribunal correctionnel de Marseille n'y a pas été de main morte aujourd'hui pour condamner les 2 principaux inculpés de l'affaire du laboratoire de drogue clandestin de Chambon-sur-Lignon. L'affaire avait été instruite par le juge Pierre Michel, assassiné en octobre dernier à Marseille. Un cadavre découvert aujourd'hui dans un petit bois près de Grenoble met un terme définitif à l'affaire des prétendues brigades rouges de Grenoble, autrement dit l'affaire Matencio. Plus de 5 ans après la disparition d'Olga Moïsenko, ces restes ont été découverts sur les lieux mêmes où en octobre dernier, au moment du procès de Matencio, des recherches avaient déjà été conduites. Patrick Simpson-Jones.
Il y avait un plan dessiné hier soir par Matencio. Le voici reconstitué. C'est par là que la cour d'assises a commencé ce matin à 10 h. À ce moment-là, seul Matencio savait si cette longue journée ne serait qu'une farce ou au contraire la recherche de la preuve et de sa bonne volonté et aussi de sa culpabilité. Ça tourne ? Le petit chemin, l'ancienne route d'Uriage, est situé à la base d'un plateau escarpé sur lequel Matencio a surpris Olga Moisenko et son fiancé. Il a donc fallu attendre plus de 5 ans avant de retrouver le cadavre d'Olga Moisenko. C'est à 20 mètres seulement de l'endroit indiqué par Joël Matencio le 30 octobre dernier que l'on a découvert le corps de la jeune fille. C'est semble-t-il grâce à la grand-mère de Matencio que celui-ci a décidé de donner l'emplacement exact de l'endroit où il avait enterré le corps, afin peut-être d'apporter un soulagement aux parents d'Olga. C'est grâce à un sabot de bois et un t-shirt que son père Ivan Moisenko a identifié le cadavre de son enfant, qui avait disparu, je vous le rappelle, le 24 juillet 1976. Oui, Matencio avait été condamné en octobre dernier à la réclusion criminelle à perpétuité. Un courant froid pour conclure ce journal. Alain Gillot-Pétré, vos prévisions se confirment. La vague de froid qui sévit partout en Europe va frapper la France demain. Oui, absolument. Le froid est actuellement sur la Grande-Bretagne et sur le Danemark. Et puis, il descend. Je vous confirme que donc de l'air doux remonte du sud et que de l'air froid descend à sa rencontre. Au contact des deux masses très contrastées, il y aura de la neige. Donc pour demain, le baromètre sera en légère baisse et le thermomètre, lui, au nord, fera une chute spectaculaire de 10 degrés selon les endroits. Pour demain matin, ça commence bien, il fera doux partout, nuageux et pluvieux, ça on a l'habitude, mais progressivement au cours de la matinée, le froid va descendre du nord jusqu'à la Seine, puis jusqu'à la Loire en fin de journée. Et là, les températures chuteront, à la limite de l'air doux et de l'air froid, de la neige, et derrière encore des averses de neige. Sur le reste du pays, donc en gros, au sud de la Loire, c'est encore doux, pluvieux et nuageux, quelques éclaircies sur l'Atlantique. Des belles éclaircies en revanche sur la Méditerranée, mais là aussi l'air froid poussant l'air doux et humide rentrera sur la Méditerranée. Les températures prévues pour demain, j'attire votre attention sur ça. Je me suis troublé, Christine, excusez-moi. J'attire votre attention sur les températures du nord, du nord-ouest, du nord-est et de Paris. Elles sont plus chaudes le matin que l'après-midi. Prenons l'exemple de Paris, 7 le matin, 3 l'après-midi, 0 en fin d'après-midi, début de soirée, et dégelé la nuit. Autrement dit, attention verglas sur tout le nord du pays. Au sud, c'est doux le matin, c'est doux l'après-midi. Pour terminer notre éphéméride, demain c'est le mercredi 6 janvier, les heures du soleil, levé 8h45, couché 17h08, et c'est demain la Sainte Mélène qui est la patronne des cartes anciennes, c'est pour ça que j'ai des cartes. Je crois que vous allez terminer le journal, Christine. Ah bon, quelle chance. Tout à l'heure donc à 23h15, un dernier journal très polonais avec Jacques Merlino. Je vous rappelle les titres de cette édition. Sommet PSPC, vendredi prochain. Rencontre Schmitt-Reagan aujourd'hui à Washington. Les armes volées à la caserne de Foix, retrouvées dans les vignes. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée.